Bienvenue dans notre tour d'horizon du football européen. Aujourd'hui, on plonge dans une pile de sources qui nous viennent des 5 grands championnats. Bonjour. Et 2 grands récits semblent se dessiner un peu partout sur le continent. Ah oui. D'un côté, une jeunesse dorée qui prend littéralement le pouvoir, des adolescents qui deviennent les joueurs clés de clubs immenses, et de l'autre, des courses au titre qu'on croyait déjà pliées et qui sont totalement relancées. C'est un beau résumé. Pour commencer ce voyage, direction la France, avec un match qui cristallise absolument toutes les tensions, le 3e classique de la saison entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille. Un match qui arrive à un moment charnière pour les deux clubs, vraiment. C'est ça. Pour Paris, il y a une obligation de résultat immédiat après la victoire de Lens qui leur a repris provisoirement la tête du championnat. Exactement. Et pour Marseille, c'est bien plus qu'un match. C'est l'occasion de valider une sortie de crise après l'humiliation de l'élimination en Ligue des Champions. Une défaite pourrait tout faire basculer. Justement, l'ambiance est électrique. Le journal L'Équipe titre « Les yeux dans les yeux » et je trouve que c'est exactement ça. Sur les 2 premières confrontations, l'OM a vraiment fait déjouer le PSG. Une victoire, un nul. Voilà. Et la Provence se prend même à rêver et titre « Jamais 203 ». Ils espèrent une victoire qui sauverait la tête de l'entraîneur Roberto De Zerbi, qui est clairement sur la sellette. Tactiquement, c'est vrai que De Zerbi a trouvé des clés contre le système de Luis Enrique. Son pressing très agressif, très coordonné, a empêché le milieu parisien de dicter son tempo. Et ça, c'est le cœur du jeu de Luis Enrique. C'est le cœur de sa philosophie, exactement. La grande question, c'est est-ce qu'il peut le refaire une 3e fois ? Surtout qu'une information intéressante circule. Laquelle ? Il pourrait y avoir une surprise au poste de gardien. Ah, c'est-à-dire ? Geronimo Rulli a été très critiqué dernièrement. Exactement. Il a été inconstant et selon nos sources, De Zerbi envisagerait très sérieusement de lancer le jeune Geoffrey Dehanche. Ah oui, c'est un choix fort. C'est un choix extrêmement fort. Mettre un jeune gardien dans un match aussi bouillant, c'est soit un coup de génie qui soude un groupe, soit un pari qui peut lui exploser au visage. Côté parisien, la pression est différente. Un sujet fait beaucoup parler, surtout en Espagne, le cas d'Or Fernandez. Toujours pas une minute de jeu. L'ancienne star du Barça n'a toujours pas joué la moindre minute. Comment on gère ça en interne ? Luis Enrique a été très clair en conférence de presse. Il a dit qu'il n'y avait pas d'urgence. C'est un peu de la com, non ? C'est de la com, mais c'est aussi une méthode. Il a dit que le joueur a signé pour 5 saisons, pas pour 2 matchs. En fait, il protège le joueur de l'impatience médiatique et il le force à s'intégrer dans le collectif avant tout. Et cette vision à long terme, elle semble s'appliquer à lui aussi. On apprend que le PSG négociait pour le prolonger jusqu'en 2030. C'est énorme. C'est un changement de paradigme pour le PSG de l'ère QSI, l'ère qatari du club. Après des années de valse des entraîneurs, il semble enfin chercher la stabilité. C'est un signal fort. C'est un message très fort. Le projet, c'est lui, et son travail ne passe pas inaperçu, notamment en Première Ligue où son nom circule avec insistance. Paris veut verrouiller son architecte. Pendant que Paris gère ses stars, Lens, lui, a fait le travail sur le terrain. Victoire 3-1 contre Rennes. Avec en prime le premier but de la recrue hivernale Alan Saint-Maximin. Et apparemment, il n'a pas mis longtemps à se montrer. Ah non, son entrée a tout changé, Rennes tenait le match nul, semblait contrôlé. Et il entre. Il entre et sur son premier ou 2e ballon, il élimine 2 joueurs par sa capacité de dribble et il conclut. C'est exactement pour ça que Lens est allé le chercher, pour cette étincelle. Une étincelle pour Lens, mais un incendie qui s'aggrave à Rennes. La défaite est une chose, mais la situation interne, elle semble explosive. L'entraîneur, Habib Beye, a écarté son gardien et capitaine, Brice Samba. En parlant d'un manque de respect envers l'institution. C'est très grave comme accusation. C'est une situation très tendue. Baeux a fait cette déclaration forte en conférence de presse, mais nos sources indiquent que Samba n'aurait en réalité jamais manqué de respect directement à son coach. Ah. Et cette affaire, qui devient publique, fragilise énormément la position de Baeux. Quand un coach entre en conflit ouvert avec un cadre et que sa version est contestée, il perd en crédibilité. Ça sent la fin de cycle ? Ajouté au mauvais résultat, oui, ça sent la fin de cycle. Et d'une crise à l'autre, on a un club qui, lui, est sur un nuage. L'Olympique Lyonnais. Ah, l'OL. Ils sont allés gagner 1-0 à Nantes. Leur 12e victoire de suite. Une remontée incroyable. But de Pavel Souchik. Mais tout le monde ne parle que d'une chose, l'expulsion du jeune prodige brésilien, Hendrick. Oui, et c'est une action qui fait couler beaucoup d'encre. L'équipe titre « Ciblé plus expulsé ». Et je trouve que c'est un bon résumé. Pourquoi ? Tout le match, il a subi un traitement très rugueux des défenseurs nantais. Sur l'action, il y a clairement une faute non sifflée sur lui au départ. Et par frustration, il réagit. Exactement. Il a un mauvais geste en retour. Carton rouge. La presse espagnole crie au scandale, parle de rouge polémique.
C'est un vrai coup d'arrêt pour lui. Il était dans une forme éblouissante. C'est un coup d'arrêt, mais c'est aussi peut-être le bienvenu en Europe pour un jeune talent. Apprendre à gérer cette frustration. C'est exactement ça. C'est un test pour sa maturité. Les adversaires ont vu qu'il était le danger numéro 1 et qu'il pouvait le faire sortir de son match. Le talent, il l'a. Maintenant, il doit développer cette carapace mentale. Cette idée de crise à Rennes, ça contraste fortement avec l'ambiance qui semble renaître de l'autre côté de la Manche. On file en Angleterre avec Manchester United. Oui, l'effet Michael Carrick est bien réel. 4 matchs, 4 victoires. C'est un départ parfait. Et la dernière, 2-0 contre Tottenham, était particulièrement convaincante. Alors, bien sûr, on doit nuancer. Ah oui, Ils ont été bien aidés par le carton rouge reçu par Cristiano Romero en première mi-temps. c'est vrai, ça aide. Mais même à 11 contre 11, on sentait déjà une équipe de United bien plus cohérente. Et au cœur de cette cohérence, il y a un joueur qui semble totalement transformé, Bruno Fernandes. À lui, il a été étincelant. Qu'est-ce qui a changé? Ce qui est fascinant, c'est le changement tactique de Carrick. Il a sorti des tâches défensives en le repositionnant en pur numéro 10, juste derrière l'attaquant. Ah, donc il est libéré. Il est libéré. Et c'est la clé. Il peut se concentrer sur ce qu'il fait de mieux. Créer. La source mentionne qu'il vient d'atteindre son 200e geste décisif avec le club. Ce n'est pas un hasard. Mais c'est un pari risqué, non? Le libérer, ça veut dire mettre plus de pression sur les deux milieux derrière lui. C'est toute la question. Contre un Tottenham à 10, ça passe, mais contre une grosse équipe au complet. C'est une stratégie à haut risque et haute récompense. Carrick parie que l'apport offensif de Fernandes sera supérieur au déséquilibre que ça pourrait créer. Pour l'instant, ça fonctionne. Mais le vrai test, oui, reste à venir. Et United n'est pas le seul club en forme. Chelsea a écrasé Wolverhampton avec un triplé d'un Cole Palmer qui marche sur l'eau en ce moment. Ah, lui, c'est impressionnant. Avec Zubimendi qui sécurise le milieu, ça libère des joueurs comme Martin Odegaard. Et Gyökeres, devant, apporte un profil différent, plus physique. C'est simple, presque mécanique, mais terriblement efficace. Mais le vrai choc du week-end, celui que tout le monde attend, c'est évidemment Liverpool contre Manchester City. Le match pour le titre, peut-être. Et la presse anglaise, via Jamie Carragher, rajoute une couche de drame en parlant de la dernière danse de Pep Guardiola. Il est persuadé qu'il va quitter le club en fin de saison. C'est de la spéculation, mais c'est malin de sa part. Très malin. Il sait que cette idée va mettre une pression narrative folle sur les joueurs de City. Chaque match devient potentiellement le dernier grand choc de Pep. Ça ajoute une dimension psychologique immense. Et en parlant de choc et de pression, on va en Espagne où un gamin de 16 ans continue de porter le FC Barcelone. Ah oui, Lamine Yamal. Victoire 3-0 contre Majorque, mais encore une fois, tous les regards sont tournés vers lui. Son but est une merveille. Un crochet intérieur, une frappe enroulée parfaite dans la lucarne. Enfin, c'est du grand art, quoi. On oublie complètement son âge quand on le voit jouer. C'est ça. Au-delà du but, c'est sa constance qui est ahurissante. À 16 ans, il est devenu, comme le dit la source, littéralement indispensable. Et pour le but. Ça montre bien qu'on est déjà dans la gestion d'un talent hors norme. C'est le défi majeur pour le Barça. Comment protéger un talent si précoce de l'épuisement physique et mental quand il est déjà si crucial pour l'équipe? Ils ont eu de mauvaises expériences dans le passé. Exactement, avec Ansu Fati par exemple. Ils doivent trouver le juste équilibre entre l'exploiter, parce qu'ils en ont besoin pour gagner, et le préserver pour l'avenir. C'est une corde raide. Pendant ce temps, son grand rival, le Real Madrid, se retrouve dans une situation compliquée. Déplacement à Valence, sans Jude Bellingham ni Vinicius Junior. 2 absents de taille. Et donc, toute la pression est sur les épaules de Kylian Mbappé. Il est présenté par toute la presse comme la seule arme du Real pour ce match. Il va devoir porter l'attaque, probablement avec Arda Güler et Brahim Diaz ses côtés. C'est un test. C'est peut-être son premier vrai test en tant que leader incontesté du projet madrilène. Sans les 2 autres stars, tout le monde va attendre de lui qu'il fasse la différence. Et pendant que le Real compte sur sa superstar pour le présent, d'autres grands clubs européens sont en train de blinder leur avenir. C'est le cas en Italie, avec une nouvelle majeure du côté de la Juventus. Oui, on quitte le terrain pour les coulisses, mais c'est tout aussi important. La Juve a officialisé la prolongation de contrat de sa pépite turque Kenan Yıldız jusqu'en 2030. C'est un coût énorme sur le marché. Pourquoi énorme ? C'est un jeune joueur, prometteur, mais qu'est-ce que ça représente vraiment ? Ça représente une déclaration d'intention. Il faut comprendre que Yıldız était dans le viseur de tout le Gotha européen. Chelsea, Arsenal, le Barça, le Real Madrid. Tout le monde le voulait. Tout le monde. Pour le retenir, la Juve a dû sortir le chéquier. Son salaire passe de 1,5 million à 6 millions d'euros par an. C'est colossal pour son âge. C'est colossal. C'est la Juve qui dit au monde du football « Notre projet se construit autour de lui ».
il est neutre à venir. Ça crédibilise tout leur projet de reconstruction. D'accord. Une déclaration d'intention pour le futur. En parlant de futur, celui de la Bundesliga, qu'on pensait tout tracé, vient peut-être d'être complètement chamboulé. On termine notre tour d'Europe en Allemagne. Et quelle finale en Allemagne! Hier, le Borussia Dortmund est allé arracher la victoire à la dernière seconde sur le terrain de Wolfsburg. 2-1. Le scénario parfait. Un but de Serhou Guirassy dans le temps additionnel. Un but qui ramène Dortmund à seulement 3 petites longueurs du leader, le Bayern Munich. Et le timing ne pouvait pas être meilleur, n'est-ce pas Sam? Le Bayern n'est pas au mieux en ce moment. Le timing est parfait. Le Bayern, qui a montré des signes de fébrilité, affronte Hoffenheim ce week-end. Et Hoffenheim, c'est la belle surprise du championnat, ils sont 3e. Ce n'est pas un match facile? Absolument pas. Ce n'est pas gagné d'avance pour les Bavarois. Imaginez une seconde si le Bayern fait un faux pas. Le classiqueur du 28 février. Bien sûr, le choc entre Dortmund et le Bayern pourrait devenir une véritable finale pour le titre. Une finale que personne n'aurait pu imaginer il y a un mois. La course est donc complètement ouverte. Totalement. Le contre-performance du Bayern et le stade de Dortmund sera en ébullition pour ce qui pourrait être le match de l'année en Allemagne. On est passé d'un championnat joué d'avance à un suspense insoutenable. En résumé de ce tour d'Europe, on a des courses au titre qui se resserrent de manière spectaculaire, comme en Allemagne. On a des duels tactiques majeurs en France. Et surtout, ce fil rouge des jeunes prodiges qui s'imposent partout. Lamine Yamal, qui porte le Barça, Kenan Yıldız, qui devient le futur de la Juve, Hendrik, qui apprend à la dure à Lyon. Une actualité vraiment passionnante. Ce qui est fascinant, et qui ressort de toutes nos sources, c'est de voir à quel point ces clubs immenses, comme le Barça ou la Juve, deviennent structurellement dépendants de joueurs qui sont encore des adolescents. C'est vrai. Et ça soulève une question fondamentale pour l'avenir Sumance. Est-ce que c'est une stratégie viable sur le long terme de confier autant de responsabilités, autant de pression à des talents si jeunes ? Quels sont les risques, non seulement pour eux, mais aussi pour la stabilité de ces équipes si un jour, cette jeunesse venait à flancher sous le poids des attentes? C'est une dynamique qu'il faudra surveiller de très très près.